Voilà, nous allons pouvoir débuter. Donc bonjour à vous et bienvenue ici pour cette rencontre avec Joël Egloff, auteur de plusieurs romans, parmi lesquels L'étourdissement, que certains d'entre vous ont peut-être lu parce qu'il avait été récompensé par le prix du livre Inter. Vous avez fait paraître il y a tout juste 10 jours. Alors là, je pense que vous êtes moins nombreux à l'avoir lu pour l'instant. Ce nouveau roman J'enquête paru aux éditions Bûcher-Chastel. Vous y racontez un homme qui vient enquêter dans une petite ville où il arrive par une nuit d'hiver. Alors les premiers habitants qu'il rencontre sont ceux qui l'ont fait venir, un prêtre et son sacristain, puisqu'ils l'ont demandé de venir enquêter sur, alors lui appelle ça un vol, eux appellent ça un enlèvement. Bref, au lendemain de Noël, le petit Jésus a disparu de la crèche, et c'est là-dessus qu'il va devoir enquêter, que l'on ne sait pas tout de suite d'ailleurs. Il y a une quinzaine, vingtaine de pages où il y a une incertitude pour nous, lecteurs, pour savoir que vient faire cet homme dans cette petite ville. Donc voilà, on va suivre son enquête, on va suivre ce duo assez étonnant, le prêtre et le sacristain, qui d'abord se regardent avant chaque réponse qu'ils doivent lui faire. Le prêtre qui, comme par hasard, oublie sans arrêt, l'avance sur la rémunération qu'il doit à votre enquêteur. Et puis ensuite, on va rencontrer les autres habitants de ce village. C'est de cela dont nous allons parler. Et je voudrais savoir ce qui a été à l'origine de ce livre J'enquête. Est-ce que c'était la forme, l'enquête? Est-ce que c'était le sujet, une enquête sur le vol d'un Jésus dans la crèche? Ou est-ce que c'était les personnages, tant ils prennent parfois plus d'importance que l'histoire? Bonjour déjà. En fait, je crois que c'était un peu la rencontre de tout ça, à la fois parce que c'est un peu la continuité des sujets qui m'ont déjà intéressé à travers mes livres précédents, c'est-à-dire partir de pas grand-chose et essayer de creuser, de regarder un peu à la loupe certains personnages. L'envie d'avoir d'écrire sur quelque chose de très très mince, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un personnage qui dépense énormément d'énergie pour pas grand-chose en fait, et ça me plaît bien comme sujet de travail, parce que ça résume souvent un peu notre condition, notre existence. Voilà, c'est passer beaucoup de temps sur des choses très futiles. C'est l'histoire d'une obsession aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui se perd dans son obsession d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui peut difficilement avoir une résolution. Bon, ça c'est pour le thème général, mais le déclencheur précisément de cette histoire-là, c'est effectivement le fait d'être passé peu de temps après Noël. Moi, je vis à Metz, donc c'était au pied de la cathédrale. Il y avait comme ça une crèche, une crèche installée. Et peu de temps après Noël, oui, donc en passant devant cette crèche, je me suis dit tiens, il manque tout de même le personnage principal. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et tout au début, je me suis dit tiens, voilà, ça ferait un. J'imaginais bien, je sais pas pourquoi, mais enfin, je me suis dit, j'imagine bien un film anglais comme ça, qui parlerait comme ça voilà. Je me suis mis à penser cinéma, scénario, enfin tout ça, puis finalement, j'ai glissé de cette idée-là à me dire, pourquoi pas un sujet de roman en fait. Avec quand même peut-être les premières volontés de cinéma qui ont habité ce roman, parce que ce village, on le voit, on le sent, on le voit, on y est. Il y a une grande part importante que vous donnez à la géographie et à la vue des lecteurs. Oui, mais alors ça, c'est presque une manière de faire que c'est instinctivement en fait. Moi, j'écris comme ça en fait. Hein. Je m'y suis pas attaché particulièrement pour ce livre-là, mais je vais fonctionner comme ça par l'image, on va dire. Donc ça, je pense pas que ce soit spécifique à ce livre-là. C'est plutôt voilà ma manière d'écrire. Il n'y a pas plus de ça, de recherche, d'installer une géographie, de donner à voir, à sentir, à vivre les rues du village? Non, parce que à la limite, même vous parliez de l'étourdissement. L'étourdissement tout à l'heure. Dans l'étourdissement, en fait, je commence par planter le décor, effectivement. C'est vrai que je l'ai fait quelques fois dans mon premier roman aussi. C'est qui est l'histoire ça se passe dans un
là vraiment un village, là c'est plus une petite ville. Mon premier roman, ça se passe dans un village et c'est perdu. Et là aussi, je commence par, de cette manière-là, d'écrire un peu l'endroit, parce que j'ai besoin de crédibiliser ces lieux, de les rendre, pour pas y revenir. Voilà, j'ai besoin d'installer le décor justement pour pas y revenir tout le temps. Enfin. Faut en débarrasser presque par la suite. Non Oui, enfin voilà, une fois qu'on a un peu compris l'endroit dans lequel on évoluait, moi je peux passer à d'autres choses, effectivement. Ouais. Alors autre chose, c'est donc notamment ces personnages et puis cette enquête. Vous l'avez dit, hein, c'est voilà, quelque chose qui pourrait paraître anodin ou en tous les cas l'importance toute relative que l'on suit. C'est justement peut-être plus difficile à écrire pour pas être dans l'absurde, pour quand même qu'il y ait un intérêt à suivre votre histoire. C'est vrai que toute la difficulté, elle était de faire accepter qu'on puisse de rendre cette histoire crédible, enfin crédible, de ne pas l'installer dans quelque chose de surréaliste, mais au contraire dans un réalisme qui évidemment glisse vers l'absurde souvent, mais il fallait malgré tout que voilà qu'on ait l'impression que ce personnage-là avait été vraiment. Alors c'est pour ça que avait été vraiment convoqué pour ça. Alors c'est pour ça que je justifiais tout ça par le fait que qu'on comprend par certaines descriptions que ce prêtre et ce sacristain n'ont trouvé personne d'autre pour s'intéresser à cette affaire que ce pauvre détective privé néophyte qui d'ailleurs vient d'un peu loin parce que voilà dans la région tout le monde s'en fichait un peu. On imagine que les forces de l'ordre elles-mêmes ont pas, parce que c'est la 3e année que le phénomène se produit, on va dire que les forces de l'ordre se sont lassées de tout ça. Donc mon personnage, il arrive là, pour lui c'est un peu comme une aubaine parce qu'on sent bien qu'il a jamais eu à résoudre d'affaires très importantes. Et donc il a de grands espoirs dans cette affaire. Voilà. Justement, je vous propose de le présenter par une page que vous avez accepté de lire, et je vous en remercie, qui présente justement ce personnage peu expérimenté et surtout beaucoup moins cher que les autres. Beaucoup moins cher que les autres, ce qui a d'ailleurs fait C'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà, tout à fait. Je n'ai pas moi-même, je le reconnais, une très grande expérience de la profession. Cependant, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un d'encore moins expérimenté que moi, à quelqu'un qui souhaiterait embrasser ce beau mais dur métier qui est désormais le mien, je crois que je lui dirais que le plus difficile dans une enquête, ce ne sont pas les heures passées à attendre sous la pluie ou dans le froid l'apparition d'un suspect. Ce n'est pas non plus de réussir à mener une filature en toute discrétion. Le plus difficile, c'est bel et bien de découvrir qui il faut surveiller ou qui il faut suivre. Cela peut paraître évident, mais on ne mesure vraiment ce que cela signifie que lorsqu'on y est confronté, ce qui était mon cas une fois de plus dans cette affaire. Voilà, choisir un personnage comme ça peu expérimenté, c'était aussi peut-être pour vous une manière d'aller plus près du lecteur qui n'a pas toutes les connaissances, qui peut être aussi naïf finalement que votre personnage. Peut-être, oui, de manière inconsciente. Enfin, la raison première, c'était qu'en fait, de manière générale, ce sont plutôt entre guillemets les losers qui m'intéressent, voilà, qui me fascinent, qui me plaisent et qui provoquent du rire malgré eux. Et qui provoquent aussi du rire malgré eux et pour lequel j'ai de l'affection, de la compassion parfois. Enfin, c'est ce personnage finalement qui en essayant de résoudre cette enquête va s'enfoncer et puis va tout perdre, parce que on peut imaginer jusqu'à la raison, parce que il s'obstine vraiment jusqu'au bout. Donc c'est ce type de personnage-là qui m'intéressait. Ouais. Voilà, et qui n'a pas que son enquête qui l'habite et le hante, puisque quand vous allez lire J'enquête de Joël Egloff, vous allez avoir faim, vous allez avoir froid, et vous allez être fatigué, puisque c'est ce qui arrive à votre personnage, qui est d'ailleurs plus préoccupé par les choses du corps et par sa santé physique et mentale que par l'enquête, qui expérimente finalement l'inverse de Kid Ordine. Oui, complètement. Ouais. Puisque la première préoccupation, c'est de trouver le restaurant qui va être ouvert et avec le prix abordable, puisque le prêtre il n'a pas donné son avance. Hein. Oui, c'est vrai que l'une des principales préoccupations de ce personnage, c'est déjà de percevoir l'avance pour son travail qui
moi, je vais pas le dire, mais enfin, derrière laquelle il court tout au long de l'enquête. Et c'est vrai que ça prend le dessus finalement sur l'enquête elle-même, qui on le sent bien est un peu perdu d'avance parce qu'il a rien. Voilà, ni indice ni suspect, ou alors au contraire, enfin il a tout le monde lui paraît suspect. Voilà, il rentre dans un restaurant, il va écrire le nom du patron Izmir parce que c'est le patron qu'il a en face de lui, quoi. Donc en gros toute la ville rentre dans son carnet, voilà, mais par défaut. Les gens lui paraissent suspects assez rapidement. Oui, en même temps c'est une petite ville comme ça où on sent bien que la rumeur et la suspicion font un peu partie du quotidien. Il y a cette idée-là aussi. On s'observe, on se juge, on est assez plein de préjugés. Et lui évolue au milieu de tout ça avec ses propres préjugés à lui. Mais pourquoi cette place du corps? Parce que je dis qu'il avait sans arrêt faim, enfin pas sans arrêt faim, mais il a souvent faim. Il a souvent des problèmes pour dormir parce que l'hôtel il n'est pas si calme que cela. Il a il y a toute une affaire avec ses pieds parce qu'il a les pieds mouillés. Il veut rentrer dans sa chambre d'hôtel. Manque de chance, la chambre d'hôtel elle est en travaux. Il attend, il achète des bottines. Et ce qui le préoccupe, c'est pas que ses bottines elles sont sèches, mais c'est qu'elles lui font mal aux pieds. Là, pourquoi cette grande place du corps? C'est ça, c'est un personnage en souffrance en fait. Donc il fallait que je l'exprime physiquement aussi. Et c'est vrai que déjà son arrivée dans cet endroit, il est complètement inadapté par sa paire de chaussures. On va dire qu'il fait très froid. Il y a beaucoup de neige et lui est arrivé là avec des chaussures légères. Et donc il lui faut avant tout concrètement une paire de chaussures adaptées. Et pour s'offrir cette paire de chaussures, il lui faut son avance. Et donc c'est une succession comme ça de choses. Derrière lesquels il court en fait, voilà. Votre enquêteur, on le découvre souvent dans les rues du village, de la ville, mais on le découvre surtout dans des intérieurs. Il y a le restaurant au début et il y a l'hôtel, beaucoup, que ce soit dans sa chambre d'hôtel ou que ce soit avec l'hôtelière quand il attend que le peintre ait fini de peindre sa chambre. C'est aussi le paradoxe sur lequel vous voulez jouer, le fait qu'il est censé enquêter et en fait il est tout le temps à l'intérieur. Il est souvent, oui. C'est vrai que les ambiances d'hôtel, comme ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec ça. Enfin, les chambres d'hôtel, peut-être parce que c'est un peu le comment dire, le parcours des auteurs aussi parfois comme ça donc il y a peut-être un peu d'inspiration comme ça, ces atmosphères-là de solitude à l'hôtel, ça m'intéressait aussi dans les ambiances. Alors moi évidemment j'ai poussé un peu le bouchon. Oui, parce que sa chambre, il a du mal à y accéder. Sa chambre est en travaux, effectivement. Et tout le temps en travaux. Voilà. On lui dit au début que l'hôtel est bien parce qu'il a été refait très récemment, mais en fait il est encore en cours et sa chambre elle-même est de temps en temps visitée par un peintre qui finit son travail. Voilà, et avec qui il va avoir un échange comme ça, enfin au cours de plusieurs rencontres, comme avec différents personnages d'ailleurs qui peuplent le roman. Il y a des histoires un peu parallèles comme ça avec l'hôtelière, avec le peintre, enfin. Avec Izmir, du snack kebab Izmir. Avec Izmir, ou du snack kebab où il prend tous ses repas. Là aussi, faute toujours parce qu'il n'a pas eu son avance, et donc il est obligé de gérer son budget au mieux. Et tout ça en l'inscrivant dans un temps, ça a été aussi important, ça, la gestion du temps de votre roman, parce que tout dure beaucoup plus longtemps, alors ce qui permet de rencontrer, comme vous venez de le dire, Joël Egloff, autrement les personnages, mais l'enquête, elle prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu, ce qui crée aussi une atmosphère assez particulière. Effectivement, il fallait que ce personnage ait le temps de se perdre dans cet endroit, donc ça, je ne pouvais pas le faire en une semaine. C'est le temps qu'il s'est donné, lui, effectivement. Enfin, je pense qu'il avait l'intention d'y passer 10 jours entre Noël ou même pas 10 jours, non, enfin entre Noël et Nouvel An. Et puis finalement, comme il n'a pas de solution, comme les choses se compliquent, il décide de rester et de rester encore, et finalement jusqu'au dégel. On ne sait pas trop exactement combien de temps il y a passé. Il y a quelques points de repère comme ça, mais j'avais besoin, à la limite, qu'à la fin du livre, on se dise, il va y passer sa vie, parce que voilà, il y a ce glissement-là, quoi. Au début, on est dans quelque chose de très, très réaliste, et puis finalement, voilà, le temps, le temps s'étire. Ouais. Alors, on rit
de ce personnage, mais on a aussi pitié de lui. Donc la question, c'est ce que je me suis posée, c'est est-ce que vous avez aimé malmener, parfois maltraiter votre enquêteur? Oui, parce que je suis obligé de me mettre à sa place en fait pour écrire. Enfin, on est obligé de se mettre à la place de ces personnages. Donc j'ai aimé j'ai aimé souffrir avec lui. Je m'en suis senti proche, oui, non, malgré tout, même dans ses excès, dans ses peut-être voilà là. Mais je trouve que c'est peut-être aussi une métaphore de ce qu'est l'écriture, en fait, cette obsession qu'il a de résoudre quelque chose. Voilà, ça ressemble vaguement au travail travail d'un écrivain, enfin sur la minutie comme ça des choses. Et puis finalement, voilà, pourquoi. Ça veut dire que la manière dont vous avez écrit l'histoire, enfin dans le déroulé même de la narration, ça a fortement inspiré aussi votre écriture, le style que vous avez choisi pour la raconter? Bah, j'ai pas choisi en fait. Hein. Enfin, ça s'impose. Puis je pense que c'est le même enfin le même style. Oui, l'atmosphère est différente, mais j'écris sensiblement de la même manière que le roman précédent, et le roman d'avant. Ça, j'aurais du mal à m'en détacher parce que c'est comme la voix de quelqu'un. Voilà, on peut pas. C'est difficile d'en prendre une autre. Mais oui, effectivement, il y avait ce travail sur l'étirement du temps, comme ça, que j'avais placé un peu au centre de mes préoccupations. Et donc le travail sur les détails aussi, enfin sur l'observation, ouais, comme c'est un détective, c'est quelqu'un qui est on est dans le coup d'œil sur les choses, sur les détails, voilà. Il regarde effectivement tout. C'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de la vue qui était ouais, effectivement importante. Vous avez parlé des précédents romans en disant que vous inscrivez celui-ci dans l'écriture des précédents, mais comment vous l'avez pensé justement dans son histoire, dans l'humour aussi que vous déployez dans J'enquête par rapport à ce que vous aviez fait jusqu'ici? J'ai l'impression que d'un livre à l'autre, il y a toujours comme un peu un pont, un passage qui permettrait de rentrer dans le livre d'après. Et ça arrive souvent en cours d'écriture, comme ça. Comme il y avait une petite chose qui me disait, bah tiens, ça c'est peut-être pour un prochain livre, cette petite chose-là, mais c'est peut-être un détail que je vais exploiter, que je vais développer plus tard. Bon, c'est un détail, mais très curieusement, dans mon précédent roman, pas le précédent livre, parce que c'était un recueil de textes courts, mais le précédent livre, le personnage, j'ai une espèce de fuite comme ça à la fin du livre, et le personnage s'échappe. Alors, je sais plus si je le dis ou pas. Enfin, on sent qu'il va vers la gare. Enfin, il y a une idée de départ comme ça, et bon, bah là, c'est assez marrant, mais c'est un autre personnage, c'est notre histoire, mais le début du livre, bah, c'est un personnage qui arrive dans une gare, voilà. Effectivement, voilà. Ça se répond. Ouais, ça se répond. Donc ça veut dire que ce livre-là a déjà déclenché le prochain, ou des idées pour le prochain en tous les cas. Là, j'ai moins clairement senti. C'est peut-être c'est peut-être la fin d'un cycle. J'ai moins clairement senti le départ vers quelque chose à partir de ça, en fait. Ou au contraire, c'est peut-être aller jusqu'au bout de quelque chose avec ce livre-là. Voilà, j'ai peut-être. Non, ce sera peut-être différent. Voilà. Voilà, pour l'instant, ça s'appelle J'enquête, c'est le titre de votre roman. Je propose de poursuivre avec les questions des lecteurs et lectrices ici présentes, si vous en avez. D'abord, qui a lu J'enquête? Voilà, bah, c'est normal, hein, rassurez-vous, paru il y a 10 jours. Hein, mais peut-être que vous avez des questions, soit par rapport à ce qu'on vient de dire, soit par rapport au précédent livre de Joël Egloff. Oui. En gros, quand vous racontez les pieds mouillés, est-ce que c'est ce que vous avez expérimenté? Oh oui, sûrement, c'est des souvenirs d'avoir voilà de mal-être par rapport à quelque chose, de sensations physiques. Bien sûr, je crois qu'un auteur, de manière générale, il fonctionne un peu comme une éponge. Enfin, il capte plein de choses, d'observations. Il est capable de les restituer le moment venu, pas forcément consciemment, pas en se disant voilà, oui, ça je
je l'ai vécu à telle et telle période, telle et telle époque, je peux m'en servir là. Donc tout ça, c'est juste ce qui fait la matière de l'imaginaire, en fait. Voilà, c'est de l'observation, du vécu, du fantasme, enfin voilà, tout ça mélangé. Après, il y a des livres où je suis obligé plus dans l'étourdissement, par exemple, qui se passe où le personnage travaille à l'abattoir. Je suis obligé quand même un peu de crédibiliser mon livre en sachant un peu qu'est-ce qui se passe dans ce lieu, même si c'est pas c'est pas un livre documentaire technique, mais voilà. Alors je sais qu'à l'époque je l'avais fait en allant comme ça un peu sur internet, sur des sites de matériel qui fournissaient les abattoirs et j'avais placé comme ça quelques noms de machines très spécifiques. Le plus important pour moi étant d'être dans le ressenti de ce que ce personnage ressentirait en travaillant, voilà, au quotidien. Mais j'ai besoin pour ça que les lieux aient l'air vrai. C'est vrai que dans un livre, dans un film où il y a des invraisemblances, ça me dérange toujours beaucoup, en fait. Voilà. Et je crois que plus on a envie d'aller plus on a envie d'être sur le fil de l'absurde et tout ça, plus on a besoin de donner de crédibiliser le point de départ, en fait. Parce que sinon, dès le début, on est dans le loufoque, enfin, dans les choses, et moi, ça m'intéresse moins. Ouais. Enfin, Une autre question? Je sais pas. Loser ou pas loser, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être mes petites gens de manière générale. Enfin, personnages simples desquels je me sens proche, en fait, tout simplement. Hein, je me sens proche des losers, mais Malchanceux quand même là. oui, lui particulièrement peut-être, mais parce que peut-être c'est les gens que je connais le mieux et pour lesquels j'ai le plus de compassion et enfin voilà, tout simplement. Mais j'ai pas j'ai pas d'explication précise. Mais j'aurais du mal à écrire sur je sais pas, sur la vie d'un personnage qui serait un grand banquier ou je sais pas pourquoi. Voilà, ça m'inspire pas, en fait. Une autre question? Alors, celui-ci, il s'est imposé assez vite, en fait, dans l'écriture. Ce qui m'intéressait, c'était où j'ai pas forcément cherché à ce qu'il soit bref, mais ce qui m'amusait, c'était le décalage entre ce côté un peu prétentieux du j'enquête et de ce qu'est en fait cette enquête ridicule ou ce personnage qui pourrait dire ça, oui, en exprimant sa fierté ou son parce qu'il y croit à son rôle, en fait. Il s'y investit à fond. Donc ce j'enquête un peu prétentieux me faisait rire par rapport à ce qu'était le livre. Ouais, en fait. Une autre question? Oui. Quelqu'un qui vous lit bien là. Oui. Bah, l'enfermement, c'est vrai que c'est sans doute une des choses qui m'intéresse. Et c'est vrai que c'est un peu souvent le cas. Alors soit c'est un enfermement mental, un peu comme ça, d'un personnage qui tourne en rond. Souvent les deux vont de pair, en fait. Hein. Enfin, c'est à la fois quelqu'un qui est dans un lieu comme ça, enfermé et enfermé dans sa tête aussi, parce qu'il sort pas de son ressassement et de ses questionnements. Dans l'étourdissement particulièrement, oui, enfin des gens prisonniers de leurs univers. Là encore, pourquoi, je sais pas. Il y avait dans mon premier roman peut-être oui plus un peu un voyage vers le cimetière. Cela dit, c'est pas très. Donc
ça me permet d'être au plus près des personnages, sans doute, en fait. Voilà, c'est peut-être l'explication que je pourrais donner. Ça permet de faire des choses aussi très intérieures, enfin très plus Oui, psychologiques voilà, du tout coup. à fait, ouais. Quelqu'un d'autre? Même sur l'étourdissement, vous n'avez plus de questions? Eh bien, on va pouvoir vous retrouver, Joël Egloff, tout cet après-midi encore? Oui, jusqu'à 17h. Jusqu'à plus soif. Hein. Donc sur la table de la librairie Le Fayère, sur un angle pour J'enquête, l'étourdissement et les autres. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Joël vous. Egloff. Merci à vous. Merci.